Le 11 novembre 1918, à 11 h du matin, la Grande Guerre s'arrête. Le fantassin Marcel Batreau, rescapé des tranchées de Verdun, a appris la nouvelle sur son lit d'hôpital. Alors on est arrivé à l'hôpital, on nous a donné du café au lait, et puis il est arrivé un dirigeant de l'hôpital à monter sur la table. Il a dit, mes enfants, là, je me suis suicidé. Eh bien moi je me suis mis à pleurer, je me suis couché sur le lit, j'ai pleuré. Tout de suite j'ai pensé à ma mère. Je dis, ma mère, elle le sait, on est vivants. Le soulagement est aussi immense chez les combattants américains. Il a dit, regardez ça, McKinley. Il tenait un bout de papier blanc de la taille d'une main. Ça disait, cessez le feu sur tous les fronts. 11 novembre, 11 h. Général John J. Pershing. Je me suis dit que c'était le plus beau bout de papier que j'avais jamais vu. Les mots ne peuvent décrire l'émotion des hommes. Pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. L'instant d'avant, on tuait des gens. Et soudain, le monde était en paix. Pour la première fois depuis 4 ans. Comme si en 5 minutes, un gars s'était dit, si on rentrait à la maison. D'un bout à l'autre du front, les soldats qui s'étaient entretués partagent le même émerveillement d'avoir survécu au massacre. À l'arrière, jusque dans le moindre village, des foules en liesse célèbrent le silence des armes. Cette fois-ci, c'en est bien fini de la guerre. Et pourtant... La guerre avait baptisé le siècle dans le sang. À perte de vue, les cimetières militaires attestent de l'ampleur du carnage. 9 millions d'hommes ont fait le sacrifice de leur vie, dans l'espoir qu'une pareille épreuve serait épargnée à leurs enfants. Dans la plus petite commune, on érige, pour la première fois de l'histoire, des monuments à la mémoire des morts. Sur ces interminables listes, où les mêmes noms reviennent comme une litanie funèbre, se lit le deuil de familles et de villages entiers. Toute une génération restera traumatisée par les horreurs de la guerre. Walter Eyre, qu'on avait vu combattre sur la Somme, évoque le souvenir de ses camarades tombés au combat. J'étais heureux d'être de retour chez moi. J'étais heureux que mon frère aussi ait survécu et que personne dans ma famille n'ait trop souffert de la guerre. Mais j'étais triste pour les gens du village qui avaient perdu des fils. Walter avait 20 ans et toute la vie devant lui. Vainqueurs ou vaincus, les combattants partagent les mêmes sentiments. À Munich, Karl Nagerl était dans la foule qui accueillait les troupes de retour du front. Que la guerre soit terminée, ce fut un soulagement pour toute la nation. Mais il fallait attendre de voir les conséquences. Moi, j'étais un petit garçon, et j'étais heureux que mon père soit revenu à la maison, que la famille soit réunie. On comptait sur lui pour rétablir une vie de famille normale. Lui aussi pensait qu'il n'aurait pas à faire la guerre comme son frère. Un homme alors personnifie la paix et ses espoirs. Woodrow Wilson, président des États-Unis. Accueilli à son arrivée à Paris par le maréchal Foch, il connaît une réception triomphale de la population de la capitale.
L'arrivée des Américains avait redonné confiance et contribué à la victoire. Pour les Français, il est presque des leurs. Marcel Batreau, qui venait de sortir de l'hôpital, se trouvait dans la foule. Il était très aimable, il saluait avec son chapeau à droite, à gauche, puis il était fort applaudi. Vive l'Amérique! On savait que c'était nos sauveurs. Alors, il a vraiment été acclamé à Paris puis partout où il a passé, quoi. L'ambiance était au patriotisme exacerbé, si on peut dire, parce qu'on était vainqueurs, on avait gagné la guerre. Reste à gagner la paix. Les Alliés sont loin d'avoir les mêmes vues. Wilson voulait une paix équitable fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et les principes démocratiques. Lloyd George et Clemenceau sont plus réalistes. Ils redoutent la revanche allemande et veulent prendre des garanties, même si ce ne sont pas forcément les mêmes. Clemenceau exige le désarmement de l'Allemagne, une occupation prolongée et la réparation financière de tous les dommages subis en France et en Belgique. Le traité est signé largement aux conditions de la France à Versailles, dans la Galerie des Glaces, le 28 juin 1919. On introduit les représentants allemands qui n'ont pas été conviés aux négociations et qui n'ont d'autre choix que de signer un traité où ils reconnaissent l'entière culpabilité de l'Allemagne. C'est une paix dictée. En apprenant les termes du traité de Versailles, les Allemands ont été abasourdis par les conditions qui étaient imposées, par ce qu'on exigeait de nous, par les sommes qu'il allait falloir payer et qui allaient à coup sûr mener le peuple allemand à la ruine. Pour conjurer les risques de guerre, le traité de Versailles met sur pied une société des nations. Cette institution substitue le règne du droit à la violence. Elle réglera les différends entre les pays par son arbitrage. Mais tous ceux qui célèbrent sur les marches de Versailles la paix et la sécurité oublient que la société des nations se réduit pour l'instant aux vainqueurs. Si ceux-ci peuvent se permettre d'ignorer la déception des Allemands, le ressentiment de ces derniers pèsera lourd. Quant aux Russes, ils sont carrément absents pour cause de révolution et de guerre civile. En outre, Wilson, l'architecte de cet édifice diplomatique, découvre, à peine rentré aux États-Unis, que la majorité de ses concitoyens se soucient comme d'une guigne de cette société des nations. Ils ont envoyé 2 millions de leurs fils combattre en Europe. Plus tôt ils reviendront, mieux ce sera. On a quitté Saint-Nazaire, on était tous sur le bateau pour rentrer à la maison. Les gars étaient tous ravis d'embarquer. Et quand on a levé l'ancre, un type a dit « Ça fait plaisir de regarder la France par-dessus l'épaule ». On a dit au revoir à l'Europe, on ne pensait pas qu'on devrait y revenir. Du Rhin au Niémen et de la Baltique à la Méditerranée, l'Europe sort de la guerre profondément remaniée. Jusqu'en 1918, l'Europe était dominée par les 3 empires, le Reich allemand, l'Autriche-Hongrie et l'Empire des Tsars. L'Allemagne sort du conflit largement amputée. L'Autriche-Hongrie éclate en une mosaïque de pays. La Russie, elle, est liée par la paix signée par Lénine. Sur leurs décombres surgissent 9 nations nouvelles dont le patriotisme est d'autant plus vif qu'elles accèdent à l'indépendance. À Varsovie, le maréchal Pilsudski proclame l'indépendance. 125 ans après sa disparition, la Pologne ressuscite. C'est l'accomplissement d'un rêve auquel les Polonais n'avaient jamais renoncé, malgré l'échec de 2 insurrections. Mais ce peuple de paysans demeure pris en tenaille entre ses 2 grands voisins, allemands et russes. Du naufrage de l'Empire des Habsbourg émergent notamment la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie.
La Yougoslavie naît de la fusion de la Serbie, de la Croatie et de la Slovénie, les trois composantes officiellement reconnues dans le nouvel État. À Prague, les Tchèques proclament leur indépendance et constituent avec les Slovaques une république qui, elle aussi, associe plusieurs peuples. A takhle nějak odpoledne, ve všední den, když už jsem byl doma ze školy, c'était en semaine, un après-midi. J'étais rentré de l'école et ma tante m'a emmené dans la grande rue. Il y avait une grande foule et nous avons rencontré notre voisin, un policier. Il a demandé à ma tante, « Madame, vous connaissez la nouvelle ?» Non. L'Empire autrichien n'existe plus. Nous avons un État à nous. L'homme qui depuis longtemps militait pour l'indépendance des Tchèques revient d'exil. Thomas Masaryk est convaincu que la démocratie peut unir tous les peuples vivant en Tchécoslovaquie, y compris la population germanophone qui habite la région des Sudètes, voisine de la frontière allemande. Sa petite fille l'attendait à la gare. Il y avait plein de gens qui criaient de joie, qui s'embrassaient. Mais elle pleurait. Alors j'ai dû lui demander, « Mais pourquoi pleures-tu? Tout le monde est heureux. » Tout ce qu'elle a dit, ces seuls mots, ça a été « Nous sommes libres ». Pour dessiner les nouvelles frontières et trancher entre les revendications opposées, on applique le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Des plébiscites ont lieu sur plusieurs des territoires qui avaient fait partie de l'Allemagne impériale. Au Schleswig, à la frontière danoise, la population choisit le rattachement au Danemark. Pour chaque plébiscite, il y a une nouvelle vague de réfugiés. En Silésie, l'annexion polonaise chasse des milliers d'Allemands de chez eux. Pour l'ensemble du peuple allemand, les Polonais ont volé une part de leur territoire. Ce hold-up exacerbé par la propagande nationaliste ajoute au désarroi et à la rancœur allemande. Les jeunes nations issues de l'éclatement des empires comptent sur la Société des Nations pour préserver leur indépendance toute récente et maintenir un ordre international. Genève, où elle tient sa première réunion à l'hôtel Beau Rivage, devient alors le centre diplomatique du monde. Beaucoup pensent que s'ouvre une ère nouvelle dans l'histoire des relations internationales. Les Européens n'attachent qu'une importance relative à l'absence des Russes et des Allemands, de même qu'à celle des États-Unis, liée au refus du Sénat de ratifier le traité de Versailles. La vieille diplomatie secrète va être remplacée par la discussion des problèmes sur la place publique. L'opinion des peuples pourrait s'y faire entendre. Les petits pays y auront une voix aussi bien que les grands. Le Premier ministre polonais, le pianiste Paderewski, parle de l'aube des temps nouveaux. Il restait à créer un grand mouvement d'opinion en faveur de la Société des Nations. Jennifer Hart fait campagne en Grande-Bretagne. Mon rôle à la Société des Nations était d'essayer de faire comprendre les idées qui étaient à la base de la société et la nouveauté qu'elle représentait. Surtout ceci, si une nation A attaquait une nation B, on ne pouvait pas rester neutre. Il fallait que l'opinion publique fasse pression sur le gouvernement pour qu'il utilise les mécanismes de la société. Il ne fallait plus chercher les faiblesses et les fautes du gouvernement. Il s'agissait de dire, on a là une machine merveilleuse, on peut la faire marcher si on le veut vraiment.
le désarmement devient la priorité commune. Si la Société des Nations peut amener les États à réduire ensemble leurs armements, le danger de guerre reculera d'autant. L'Allemagne, presque complètement désarmée par le traité de Versailles, est d'autant plus d'accord qu'elle en espère des modifications sur les clauses de traité. De leur côté, les puissances maritimes, Grande-Bretagne, États-Unis et Japon, se sont accordées à la conférence de Washington pour diminuer leur marine et pour instituer un statu quo des forces en présence. Entre les Allemands qui finassent pour atténuer les rigueurs de la paix et les Franco-Britanniques, soucieux d'éviter de nouvelles tensions, un accord est enfin trouvé. En 1925, par le traité de Locarno, l'Allemagne accepte les conséquences de sa défaite. On passe de la paix dictée au consentement diplomatique. À l'ouest, les Allemands reconnaissent leurs frontières, peur de la France oblige, mais pas à l'est. Les Français, de leur côté, ferment les yeux sur l'absence de contrôle international des garanties du traité. Ils sont trop contents de compter sur le soutien pourtant flottant des Britanniques. Toute menace à l'ouest semble donc écartée parce que chacun veut exorciser la guerre. Il n'y a donc plus aucune raison de maintenir l'Allemagne hors du jeu diplomatique. En 1926, sous la pression conjointe d'Aristide Briand et de Gustav Stresemann, les deux ministres des Affaires étrangères, l'Allemagne est admise à la Société des Nations. Les ennemis d'hier se parlent. L'acteur principal de ce rapprochement, c'est Briand. Obsédé par le déficit démographique de la France, face à son vieux rival, au nom de l'intérêt national, il juge la paix préférable au conflit. 4 années d'efforts, couronnées par le prix Nobel de la paix, sont récompensées par la signature du pacte Briand-Kellogg. 60 États condamnent le recours à la guerre. Briand reste celui qui a osé dire « Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons ». Pour la première fois depuis la Renaissance, l'Europe admet qu'un lien fédéral puisse conforter la paix. L'action de Briand trouve l'adhésion des peuples. Même 10 ans après la fin des combats, le souvenir de cette tuerie est entretenu par les commémorations officielles, les visites des cimetières militaires et des champs de bataille, l'hommage rendu aux familles. Les anciens combattants viennent célébrer sur le lieu de leur souffrance le culte de leurs frères morts au combat. Les cauchemars de la guerre continuent de hanter les nuits de ceux qui en sont revenus. Je faisais des rêves horribles. Parfois, je rêvais que je traversais des barbelés. Parfois, je rêvais que je voyais des Allemands qui approchaient avec leurs baïonnettes. Ou encore, je voyais le sol balayé par les mitrailleuses allemandes. Et on me disait que je devais avancer. C'était une sensation terrifiante. Ces sentiments personnels inspirent toutes sortes de romans et de films, témoignages précieux de cette génération de feu. Ainsi, l'Allemand Heinrich Maria Remarque, dans À l'Ouest rien de nouveau, et le Français Roland d'Orgelès, dans Les Croix de bois, proposent des visions étrangement parentes. De simples soldats brossent en termes crus et ordinaires la description d'une guerre absurde. La croix de guerre, c'est que ça sera la croix de bois. Ah, tu ne connais pas tant hier soir au cimetière, hein? J'ai bien cru qu'on y resterait tous. Alors les gars, ça a été dur, hein? Tiens, voilà tout ce qui reste de la compagnie. C'est plus de la guerre, c'est du massacre. Eh ben moi je trouve pas. De quoi? Je trouve que c'est une victoire. Oh, laisse-le dans les bloqués, va. Parfaitement. Je dis et je prétends que c'est une victoire. Parce que j'en suis revenu vivant. Films, livres et manifestes avivent l'impatience du public pour le désarmement. La convocation d'une grande conférence sur ce thème en 1932 à Genève comble donc ces attentes. And we are going to go to Geneva to get the nations of the world to join in and reduce this enormous, disgraceful burden of armaments which we are now bearing from one end of the world to the other. La conférence, tenue sous l'égide de la Société des Nations, reçoit une avalanche de propositions et de pétitions. Les millions de signataires comptent faire pression sur les gouvernements et tablent sur des résultats tangibles.
En fait, le résultat final est annoncé dès le début de la conférence par Lord Cecil, secrétaire général de l'organisation. Australie, 1102,108. Australia, 112,108. And Fiji, 330. United States of America, 1,135,453, and Hawaii, 130. There are lunatics in every country who really want the attempt to organize peace to be abandoned. No one doubts that disarmament is possible, but the common man wants to know whether the governments with great military, naval and air forces are really in earnest in their desire for peace. If they are, a disarmament treaty can be framed. And if it is accepted, the whole international atmosphere will change as if by magic. Un tel idéalisme entre inévitablement en conflit avec les ambitions des États et les amours-propres nationaux. À son arrivée à New York, Paderewski, désormais ancien chef du gouvernement polonais, explique le dilemme. Mr. Paderewski, what is your opinion about disarmament and the recent efforts in order to eliminate the possibilities of war? It's a very good intention, very fine idea, but a very difficult task. Everyone expects the other fellow to disarm, but is not ready to disarm himself. L'esprit de Genève reposait sur la démocratie et la bonne volonté. Ce consensus fragile était à la merci de l'évolution allemande. Or, les Allemands ont de multiples griefs à faire valoir. Leur territoire a subi de larges amputations. Ils doivent acquitter des réparations jusqu'en 1988. Mais ils voient fondre sous leurs yeux la valeur de leur monnaie et leur économie est menacée de paralysie. Les prix augmentaient chaque jour. Pas de quelques marques, mais de centaines, de milliers, de centaines de milliers de marques. Un jour, on joue au football et un de mes camarades a dit « Je vais acheter 2 beignets ». Il avait un billet de 500 000 marques. Mais au retour, il n'en avait qu'un, car les beignets avaient augmenté. Ils coûtaient maintenant 400 000 marques l'un. Si on n'arrivait pas à dépenser en nourriture, et vite, le peu d'argent qu'on avait, on avait faim. Le redressement allemand est spectaculaire mais précaire. La crise de 1929 lui donne un coup désastreux. La rechute allemande, plus de 6 millions de chômeurs, n'émeut guère les Britanniques et encore moins les Français. Le souvenir de l'invasion allemande dans certaines régions entre 1914 et 1918 est encore douloureux. Ils avaient été tellement méchants qu'on n'avait pas beaucoup de pitié pour eux. On les plaignait, mais on dit c'est bien fait. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Hein? Parce qu'ils ont été vaches, on peut dire. Hein. Ils étaient durs dans les pays envahis. Ils étaient durs. Enfin, je ne peux pas vous raconter, ça serait trop horrible. Ils ont fait des misères à tout le monde dans les pays envahis. Les électeurs allemands, déçus de n'être pas compris par leurs voisins européens et accablés par la crise, donnent leur voix à Adolf Hitler, qui accède au pouvoir en janvier 1933. Karl Nagel faisait à l'époque un stage de policier. Il était de ceux qui acclamaient Hitler. J'étais dans la foule quand Hitler est passé en voiture. Quand il nous a salués, on l'a acclamé et on a crié. Hitler essayait d'alléger le poids que le traité de Versailles faisait peser sur l'Allemagne. Hitler promettait du travail et du pain pour tous les Allemands. Il promettait d'éliminer le chômage. Il promettait de faire de l'Allemagne une nation qui puisse relever la tête en Europe. Les Italiens comptent aussi au nombre des déçus de la guerre.
et c'est Mussolini qui leur promet la grandeur d'un nouvel empire romain. Une large majorité d'Italiens s'enrôlent sous la bannière du fascisme. Ils semblent croire à une sorte de miracle où l'énergie du chef va par enchantement réduire les problèmes et écarter les adversaires. Lorsqu'en 1935, Mussolini décide d'annexer l'Éthiopie, il procède avec le même cynisme. En face des forces italiennes, modernes et mécanisées, les troupes éthiopiennes ont peu de chance. Mussolini passe outre les condamnations de la Société des Nations. L'ultime recours d'Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, est de venir en personne plaider la cause de son pays à Genève. Dès ses premières paroles, les journalistes italiens tentent de couvrir sa voix. Monsieur le Président, Quand il réussit à dominer le brouhaha, le courant est coupé. Les perturbateurs sont expulsés, il peut se faire entendre. Mais ce plaidoyer est sans lendemain, faute de soutien des États, plus que de la Société des Nations. Pendant que l'Éthiopie agonise, la Société des Nations s'installe dans ses meubles. Ce bâtiment devait être le palais de la paix, mais avec l'absence persistante des États-Unis, le retrait de l'Allemagne, le départ du Japon puis de l'Italie, c'est une sorte de coquille vide. La Société des Nations a beau faire sa publicité à grand renfort d'actualité, son impuissance à régler les problèmes éclate. Political problems are dealt with by the Council or the Assembly, and for this purpose, the political section prepares the work and executes the decisions. Here are some recent problems: the Sino-Japanese dispute, the Ethiopia-Italy dispute, the Charco dispute, the Letitia dispute, the problems of Danzig, the settlement of the Assyrians, the Saar plebiscite, and the return of the territory to Germany. L'échec de la Société des Nations face aux agressions des dictateurs sonne le glas du désarmement. À l'inverse des années 1920, le monde s'est à nouveau lancé dans la course aux armements. Le Japon exige la parité navale avec l'Angleterre et les États-Unis pour contrôler le Pacifique. L'Allemagne déchire les clauses militaires du traité de Versailles, rétablit le service militaire et rattrape son retard aéronautique. Tout comme Mussolini qui aligne ses avions par milliers pour concurrencer les flottes aériennes des démocraties. La France, considérée comme la première armée du monde, modernise sa puissance de feu et parie sur l'artillerie. Quant aux Britanniques, inquiets de la concurrence japonaise dans le Pacifique, ils délaissent la Manche pour la Méditerranée et la protection de la route des Indes. The cattle prowl and the coyotes howl out on that great divide. I never done no wrong, just singing a song as down the trail I ride. À l'époque, je m'occupais de céréales fourragères. En plus, j'avais beaucoup de bêtes. J'avais la meilleure ferme du coin. Les gens croyaient que le monde était en paix et ça leur convenait. On ne s'intéressait pas aux pays étrangers à l'époque. On ne s'intéressait qu'à nous, à notre pays. À Washington, le sénateur Nye se fait le porte-parole des isolationnistes. Americans want no more war. Most of all, they want no more participation in foreign wars.
If another European war is to come, it is not going to be a simple matter for America to stay out of it. American commercial interests, selfish, greedy, sensing the opportunity for profit from war, would do as they have done in the past, if left to pursue their own course. En Europe, la crainte d'une nouvelle guerre commence à préoccuper les esprits les plus clairvoyants. Winston Churchill, qui est alors politiquement très isolé, participe à une série de causeries radiodiffusées sur les facteurs de guerre. I'm afraid that if you look intently at what is moving towards Great Britain, you will see that the only choice open is the old grim choice our forebears had to face, namely, whether we shall submit or whether we shall prepare. This truth may be unfashionable, unpalatable, no doubt unpopular, but is it the truth? Beaucoup d'Européens mettent encore leurs espoirs dans l'idée de sécurité collective garantie par la Société des Nations. Ce type de film passe dans des milliers de cinémas. La propagande pacifiste emprunte aux méthodes de ses adversaires. 2,000 million pounds a year spent on arms. I'd fight tomorrow if I thought a war would end war, but that's what they told my father in 1914, and we're no better off now. Paris a beau être redevenu la capitale des plaisirs, l'inquiétude des Français se cache derrière la bonhomie apparente de la vie quotidienne. Face à la montée des périls, les Français sont plus que jamais attachés au maintien de la paix. D'où le souci obsessionnel de la sécurité et de préserver l'alliance avec une Angleterre encore plus pacifiste que la France. Les Français mettent leur confiance dans la ligne Maginot, sorte de cuirasse hérissée de canons qui, de Montmédy à Bâle, préserve le territoire d'une nouvelle invasion. Dans son poste de commandement, semblable à celui d'un navire de guerre, le chef transmet ses ordres. Les renseignements lui sont téléphonés par les guetteurs et par les officiers, munis de périscopes panoramiques. Exécutez immédiatement tir d'arrêt. S'il doit y avoir une prochaine fois, ce ne sera en tous les cas pas une guerre de mouvement. Moyennant quoi, de droite ou de gauche, les gouvernements ne réagissent qu'en parole aux provocations de Hitler. Celui-ci peut impunément rétablir le service militaire, réarmer et s'installer sur la rive gauche du Rhin. Le même état d'esprit dicte la conduite des gouvernements français et britanniques dans la guerre civile espagnole. Celle-ci a commencé avec le soulèvement d'une partie de l'armée. À sa tête s'impose rapidement le général Franco. Son objectif, substituer à la République un régime autoritaire. Il a l'appui des dictatures. Italie et Allemagne ne marchandent pas leur soutien militaire. De ce fait, la guerre civile s'internationalise. Des milliers de volontaires étrangers, dont beaucoup de communistes, accourent de l'Europe entière pour faire barrage au fascisme. Les brigades internationales se veulent un rempart contre la vague antidémocratique. Mais le vrai danger de guerre, c'est Hitler, car celui-ci a entrepris de redessiner la carte de l'Europe telle qu'elle est issue des traités de paix. D'où une stratégie de fuite en avant. Chaque crise internationale devient une occasion d'arrondir son magot. L'objectif premier de Hitler reste de rassembler sous la coupe du Reich toutes les populations allemandes, en commençant par l'Autriche. Karl Nagerl faisait partie de l'avant-garde des troupes allemandes qui, le 12 mars 1938, envahirent l'Autriche. J'étais sur mon cheval, à 2 pas de la frontière. À 8 heures, la barrière s'est levée. Notre fanfare marchait en tête avec fifre et tambour. Les Autrichiens se pressaient à la frontière avec des drapeaux à croix gammée et nous accueillaient en criant « Un peuple, un empire,
un fureur. C'était une sensation exaltante. Les pays frères étaient enfin réunis. L'Italie laisse faire, la France n'a pas de gouvernement, l'Angleterre ne réagit pas. La proie suivante est toute désignée pour Hitler, la Tchécoslovaquie. De toutes les créations de l'après-guerre, la Tchécoslovaquie est la plus réussie. Elle associe sous un même drapeau Tchèques, Slovaques et populations allemandes. À eux trois, ils avaient édifié ce qui reste la seule démocratie dans cette partie de l'Europe. De surcroît, leur économie est de loin la plus avancée parmi toutes les parties de l'ancienne Autriche-Hongrie. Mais les Tchèques ont bien des raisons de s'inquiéter. Ils se sentent menacés par les visées de Hitler qui exigent le rattachement au Reich de quiconque parle allemand. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdopití mužíka mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je Samuelova kniha nám povídá. Jak na Žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vůbec nebyli nyní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, velké dálky nesl bratrům homolky. Disposant d'une armée puissante et bien équipée, les Tchèques sont bien décidés à résister à une agression allemande. Préventivement, des régiments prennent position le long de la frontière avec l'Allemagne, qui est protégée par une sorte de ligne Maginot tchèque. Nous avions un moral fantastique. Nous savions que nous aidions à défendre notre pays. Même si nous n'étions pas des soldats, nous étions très fiers de participer à la défense de notre patrie. Les Tchèques comptent sur l'aide indéfectible des Français, cautionnée par un traité. Quant à la France, elle se tourne vers son allié anglais. Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, se rend 2 fois chez Hitler. Résultat de toutes ces démarches, la France et l'Angleterre se soumettent aux exigences de Hitler et consentent au dépaissement de la Tchécoslovaquie. Tout cela en parfaite bonne conscience et au soulagement des opinions publiques. La foule londonienne manifeste sa satisfaction à Chamberlain lors de son retour. Elle croit la paix sauvée. So our Prime Minister has come back from his third and greatest journey, and he said that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Édouard Daladier, le président du Conseil français, ne partage pas ces illusions. Il est convaincu qu'il n'a pas acheté la paix à Munich. À son retour à Paris, il s'en ouvre à Étienne de Crouy-Chanel qui l'accompagne. Et cette atmosphère était tellement pesante et tellement lourde que quand nous sommes arrivés au Bourget, en voyant toute cette foule, nous avons tous pensé que les gens venaient pour nous siffler et nous huer. Et quand nous avons été arrêtés sur l'aérodrome et qu'on a ouvert la porte, au lieu des vagues de huées que nous attendions, c'est une marée d'applaudissements et d'enthousiasme qui nous a accueillis.
Et c'était incompréhensible pour nous, et Daladier s'est tourné, je l'entends encore, vers la personne qui était près de lui, et dire « mais ces gens sont fous ». Cette flambée d'optimisme sera vite démentie par la suite des événements en Tchécoslovaquie. Les Tchèques ont le sentiment d'être trahis. Les habitants des territoires cédés à l'Allemagne ont le choix entre vivre désormais sous le régime nazi ou quitter le pays où ils ont toujours vécu. Plein de gens fuyaient et ils avaient très peur. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. Nous étions horriblement déçus. Nous maudissions nos alliés occidentaux, surtout les Français et les Anglais. 48 heures après les accords de Munich, les troupes allemandes franchissent la frontière. Les Sudètes sont occupés. Karl Nagerl était encore là. Quand à 2 heures, l'ordre est arrivé d'avancer pacifiquement, nous avons chargé les véhicules, nous sommes montés à cheval et nous avons passé la frontière. Les Allemands des Sudètes s'étaient déjà précipités vers la frontière. Ils nous accueillaient avec joie. Ils avaient les yeux remplis de larmes. Impression confirmée par Gertrude Petsch, une enfant des Sudètes. Nous étions si heureux qu'on pleurait. On jetait des fleurs. Nous étions fous de joie. Je dois dire, même si ce n'est pas bien de dire ça, que ça a été le plus beau jour de notre vie pour toute la famille. La Tchécoslovaquie célèbre dans le deuil le 20e anniversaire de son indépendance. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est bafoué. La Tchécoslovaquie fait les frais des hésitations et de la pusillanimité des 2 chefs de file européens, la France et l'Angleterre. En mars 1939, les Allemands occupent Prague et le reste du territoire. Jiří Sturza, qui avait vu 20 ans plus tôt le départ des Autrichiens, assistait à l'entrée des Allemands. Mon oncle est venu nous voir ce matin-là et nous a dit « Ces salauds sont entrés dans Prague. Prague est occupée par l'armée allemande. » Nous sommes allés en ville et nous avons vu les véhicules blindés et l'armée allemande qui était là. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien. On ne pouvait pas les combattre à main nue. La vérité, c'est que les gens leur montraient le poing. Les Allemands qui parlaient tchèque, et même les soldats, je crois, étaient gênés. Les Allemands semblaient sentir qu'ils étaient haïs. Ils le voyaient bien. Cette petite nation a cessé d'exister sans un murmure de l'opinion internationale. Seule maigre consolation, le coup de Prague enlève les dernières illusions sur Hitler. Car cette fois, Hitler ne peut plus prétendre qu'il rassemble les Allemands. Hitler ne s'arrête pas en si bon chemin. D'ailleurs, il avait annoncé ses intentions dès 1933. So beseitigte man Grenzen, mit denen die Hassapostel von Versailles glaubten, deutsche Volksgenossen vom Deutschen Reich trennen zu können. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Karl Nagerl en est à sa 3e invasion. Le 1er septembre, à 4 heures du matin, nous nous sommes préparés à attaquer. Mon baptême du feu, c'est quand un des membres de mon unité a été abattu sur son cheval par un Polonais. On échangeait des coups de feu, c'était la guerre. Depuis son accession au pouvoir, Hitler n'a cessé de revendiquer au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
les territoires peuplés d'Allemands et situés au-delà des frontières du Troisième Reich. Dans la région des Sudètes, il y avait 3 300 000 Allemands. Hitler a cependant annexé avec les Sudètes toute la Tchécoslovaquie. Dans la Poméranie et la Haute-Silésie polonaise, il y avait 2 800 000 Allemands. Hitler a cependant envahi la Pologne en accord avec les Russes. Mais avec ces nationaux, il a annexé contre leur volonté 8 500 000 Tchèques, 3 millions de Slovaques, 16 millions de Polonais. Ces 27 500 000 étrangers forment aujourd'hui au sein du Reich la plus importante minorité qui y ait jamais existé. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est-il donc légitime que lorsqu'il s'agit d'Allemands? Les Américains ne se sentent, eux, aucunement concernés par les nouvelles venues d'Europe. I haven't the slightest idea of European affairs. Let Europe fight her own battles. Another war, not for me. This time America should keep out, and I know I will. Le président Roosevelt ne se prive pas de les rassurer sur ce point. I have said not once but many times that I have seen war and that I hate war. I say that again and again. I hope the United States will keep out of this war. I believe that it will. And I give you assurance and reassurance that every effort of your government will be directed toward that end. As long as it remains within my power to prevent, there will be no blackout of peace in the United States. Encore une fois, la jeunesse d'Europe est mobilisée. Et 25 ans après, les peuples voient avec résignation les hommes partir sac au dos. Pourtant, il n'y a aucune trace de défaitisme. Il faut en finir avec Hitler. L'invasion de la Pologne et la connivence germano-russe sont des menaces trop graves pour les démocraties. Mais cette fois, l'illusion lyrique de 1914 a bel et bien disparu. Walter Eyre, qu'on a vu combattre sur la Somme, s'inquiète pour son fils de 16 ans. Quand j'ai vu qu'il y avait une autre guerre, j'ai été très triste. J'ai pensé, on a perdu notre temps. J'étais d'autant plus touché que mon fils grandissait et allait avoir l'âge d'être soldat. Ce n'était pas juste. J'avais fait ma part et mon fils allait devoir faire ce que nous n'étions pas arrivés à faire. Les anciens combattants refusent à l'idée d'un calvaire qu'ils voulaient épargner à leurs enfants. Marcel Batreau, le vétéran de Verdun, lui, n'a pas d'enfant. À 44 ans, il est rappelé sous les drapeaux. Dans mon esprit, j'aurais jamais pensé qu'on serait assez bête de refaire la guerre. Et tout ça, c'est comme si vous avez un voisin qui est voleur, que vous savez qu'il peut vous voler, vous fermez votre porte. Alors nous, on a fait comme ça. On a dit, oh, ils gueulent comme ça, mais eux, ils avaient la ferme intention de nous attaquer, et nous attaquer par surprise, alors qu'on n'était pas prêts. Je ne pensais pas toujours que je serais mobilisé encore 20 ans après. Je ne pensais pas du tout à ça. Et ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai reçu ma feuille. Oh, j'ai dit les vaches. Ces soldats qui envahissent à nouveau les gares et partent pour le front sonnent le glas de la paix. C'est l'échec des efforts organisés pendant 20 ans pour exorciser la guerre et la ruine des espérances ouvertes le 11 novembre 1918. Les fils sont précipités dans la guerre que les sacrifices et les serments des pères n'ont pu empêcher.